Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Merci de votre fidélité renouvelée à ce nouveau numéro de Face à Face au cours duquel moi et Jean-Claude Kouzikessa recevons pour vous un député national, un acteur politique, un Quinois, un acteur humanitaire également passé, il agit aux années sociales. Il s'agit bien du député national Fidel Babala Wandou. Il est secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo. Il est également président fédéral du MLC Tchangou 1 avec qui on va faire un tour d'horizon complet des différentes questions d'actualité qui rongent l'actualité politique en République démocratique du Congo. Jean-Claude, devant nous, le député Fidel Babala, très rare dans notre plateau, ça n'a pas été facile entre plusieurs avions. Aujourd'hui, il est avec nous. Je pense que l'occasion est très belle pour que l'opinion quinoise, l'opinion congolaise soit davantage édifiée. Oui, vous l'avez dit, Jean-Pierre, parce que c'est un député national qui n'est pas trop friand des médias, mais pour une fois que nous avons l'occasion de l'avoir sur Face à Face, eh bien, les Tata Lupango, comme il est affectueusement appelé dans sa circonscription électorale de la Tchangou 1, eh bien, il va devoir nous dire qu'est-ce qu'il a dans les tripes concernant l'actualité politique de notre pays. Ce qui est bien dit, bonsoir, je le rappelle, nous sommes avec le député national Fidel Babala, qui je dis bonsoir honorable. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. L'honneur pour nous, vous avez honoré notre plateau, ça nous va très droit au cœur. Honorable, aujourd'hui, nous sommes après quelques jours de la rentrée parlementaire sur fond d'une grosse polémique relative aux élections. Vous, MLC, vous, opposition, dans les entrefaits de cette rentrée parlementaire, estimez-vous que les élections sont toujours possibles, les élections? Merci pour la question. Je pense qu'il est temps de pouvoir fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les enjeux de l'heure. Nous avons cette situation de crise latente, tout simplement parce qu'il y a une personne qui n'a pas organisé les élections. Ce qui signifie que nous sommes au-delà de prescrits de la Constitution. Un an après, nous sommes toujours au point de départ. On nous parle élection, il y a des opérations électorales qui ont été enclenchées au niveau de la CENI. Mais nous nous posons la question aujourd'hui de savoir finalement ces élections auront lieu quand, puisqu'il n'y a aucune lisibilité. Nous sommes tous tombés dans les pièges pour entrer dans des cycles de dialogue, conclave, discussion directe. Je vous rappelle que ce sera la 46e fois que le pays, depuis son indépendance, organise ce genre de forum de mémoire d'homme. Ça n'a jamais résolu quoi que ce soit. On a commencé par les conclaves de l'Ovanium à l'époque, dans les années 60, pour culminer à la Cinco. Chaque fois, on donne l'impression que nous sommes en perpétuel recommencement. Est-ce que la session de septembre va donner une sorte d'éclaircie sur ce sujet? Je m'interroge. D'autant plus que elle est président de la République. Et nous, les députés provinciaux, les sénateurs, tout ce qu'il y a comme acteurs électifs ou élus dans ces pays, nous sommes sans légitimité. Sur base de quoi nous allons engager notre peuple? Ça, c'est la question de principe. Mais la réalité est que nous devons nécessairement aller aux élections. Je ne partage pas le point de vue des uns et des autres qui consiste à dire qu'il faut un soulèvement populaire, il faut une insurrection. Les gens qui en parlent ne connaissent pas le prix de la paix. Nous, les MLC, nous sommes un mouvement issu d'une rébellion. Nous connaissons le prix de la guerre. Je pense que tout devrait être mis en place et en œuvre pour que nous puissions pousser les uns et les autres. Je pense que les Congolais gardent un peu de raison pour qu'on arrive à organiser finalement ces élections, pour que finalement notre démocratie puisse respirer. La démocratie a besoin d'une respiration régulière pour renouveler le mandat que le peuple a donné à un certain moment à un certain nombre d'élus. Il faut qu'on y arrive. Honorable, oui, la volonté de la population, elle est manifeste, elle veut aller aux élections, seulement elle constate, à proprement parler, une certaine mauvaise foi de la part d'une classe politique
qui estiment que cette année, ça paraîtra impossible, l'année prochaine, peut-être pas. Et il y a déjà des salons politiques qui envisagent qu'on aille jusqu'en 2021. Est-ce que ce ne sera pas confiner encore l'opinion dans une attente sordide, ou bien c'est toujours dans la quête des solutions? Non, je pense que premièrement, que la population a raison d'avoir une sorte d'impatience pour finalement exercer son droit de souverain primaire. Mais dans d'autres pays, au Burkina Faso, le peuple s'est pris en charge. Chez nous, ici, notre peuple regarde les choses comme s'il regardait un théâtre à la télévision. Le peuple n'est pas suffisamment impliqué. Au niveau des acteurs politiques, j'en suis un, je pense que nous sommes tous, à tous les niveaux, discrédités. Nous disons la même chose, nous répétons la même chose, mais quel est le résultat? Finalement, le résultat est comme peau de chagrin, c'est rien. Comme d'autres diraient, c'est du pipi de chat, c'est rien, absolument rien. Alors, est-ce que nous devons continuer à pouvoir attendre la bonne volonté du pouvoir? Parce qu'il est question du pouvoir, quand vous parlez de certaines classes politiques, absolument. Vous n'osez pas citer les noms. Il faut citer les noms, c'est le pouvoir. Les pouvoirs ont organisé les élections en 2011. Tout pouvoir prévenant, organisé, prévoyant, devait savoir que 5 ans après, il y aurait des élections. Ces élections se préparent pas sur un exercice budgétaire, sur 5 exercices budgétaires. Et on n'a jamais posé la question de savoir où sont parties toutes les dotations que le Parlement a votées depuis 2011, 2012, jusqu'en 2016. Personne ne nous a rendu compte de savoir comment cela a été géré. On nous parle d'1,2 milliard, souvent 1,6 milliard pour organiser les élections. Mais qui a audité sérieusement la CENI pour savoir si ce montant-là est correct, est exact? Est-ce que vous avez déjà vu des appels d'offres de la CENI en dehors des groupes électrogènes qui sont achetés au Ghana? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Donc il y a à boire et à manger. C'est vrai qu'il faut aller aux élections, c'est vrai que les élections coûtent, mais il faut faire preuve de bonne gestion et de responsabilité. À un moment donné, on doit pouvoir se poser la question. Où est-ce qu'on en est? Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, 3 ans, le pouvoir public, le trésor public, je voulais dire, avait attribué 30 millions de dollars à la CENI pour la fiabilisation du fichier électoral. Qui en parle? Quels étaient les résultats de cette fiabilisation? Est-ce que les 30 millions de dollars sont à décompter sur les milliards dont on nous bassine les oreilles pour démontrer que c'est le coût des élections? Personne ne sait. Donc nous sommes en train d'attendre avec impatience le rapport de la CENI pour qu'on puisse, au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse poser toutes les questions qui valent la peine d'être posées. Honorable, vous l'avez si bien dit, tout ce qu'il faut vouloir et désirer aujourd'hui, sont les élections. Parce que toutes les institutions, de la première institution, président de la République, en tout cas parlons particulièrement des institutions politiques, sont hors mandat, sont illégitimes. Maintenant, il y a eu rentrée il y a peu, mais il semble que vous-même, au niveau du Parlement, à commencer par la conférence de présidents qui s'est tenue hier, il n'y a déjà pas une harmonisation de vues. Est-ce que dans cette confusion-là, qu'est-ce que nous pouvons vraiment attendre? Qu'est-ce que le peuple que vous représentez peut attendre de concret dès lors qu'à la première conférence des présidents, vous ne parlez pas le même langage? Mais je voudrais vous rappeler un fondamental extrêmement important. L'Assemblée nationale n'est pas une église. On ne peut pas avoir la même opinion. La conférence des présidents sert à trouver un compromis. En l'occurrence, hier, il était question de voir le calendrier de la session. Je n'ai pas participé à cela, puisqu'on aura une plénière tout à l'heure. On aura peut-être des explications. Mais il est normal que les antagonismes s'expriment, puisque nous n'avons pas les mêmes intérêts. Notamment sur le vote électronique, notamment sur le passeport semi ou biométrique, ou la conférence de paix dans les Kasaï. On n'a pas les mêmes points de vue. C'est normal que les antagonismes puissent s'exprimer à ces niveaux-là. C'est ça l'expression même d'un débat démocratique. J'espère que le bureau ne touffera pas un débat. Il faut qu'on ait un débat de manière même chaleureuse, de façon à pouvoir dégager quelque chose qui rencontre les attentes de la population. Les hommes
quand ils ont des antagonismes tels que vous venez de l'exprimer, ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont dotés des raisons. À un moment donné, on arrive à un compromis. C'est ce que je souhaiterais. Il y a une certaine opinion qui pense que les députés nationaux, en l'occurrence, sont à l'aise dans cette situation de glissement. Ils ne voudraient pas vraiment voir les élections venir, autant que le chef de l'État s'accommode à s'asseoir encore sur son fauteuil. Les sénateurs, les députés nationaux, provinciaux voudraient bien jouer ces jeux-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent comme ça? Ce que vous dites n'est pas dénué de tout fondement. C'est vrai que quand il y a un corps électoral, en l'occurrence un corps d'élus plutôt, en l'occurrence l'Assemblée nationale, où il y a 500 personnes élues, quand il y a un renouvellement, c'est 20% qui reviennent. Ce qui, mathématiquement, ça voudra dire que sur les 500, 400 ne voudraient pas qu'il y ait élection. Voilà. Parce que 400 personnes ne reviendront pas. Hein? Donc c'est dans la nature humaine de dire que je suis là, j'y reste. Par survie. Comme vous venez de dire, le chef de l'État, dans son fauteuil, je rappelle que ce n'est pas son fauteuil, c'est le fauteuil de la République. Il n'a pas amené, il n'a pas hérité. C'est de la République. Un jour, qu'il le veuille ou pas, il va laisser ce fauteuil à quelqu'un d'autre. Même s'il gagne du temps, il gagne du temps pour quoi faire? Quel est l'intérêt de gagner 1 an de plus, 2 ans de plus? Quel est l'intérêt? C'est la joie du glissement. Qu'on lui fournisse des skis, comme ça il pourrait glisser allègrement. Honorable, revenons un peu à la session parlementaire de septembre, reconnue par vos us et coutumes de l'Assemblée budgétaire. Et il y a une question qui s'invite de manière assez très rocambolesque, les élections. Est-ce que le budget sera débattu? D'autant plus qu'il y a déjà des questions par rapport au budget passé qui n'ont jamais eu de réponse. Là, ça crée un problème. J'aimerais que cette fois-ci, l'ensemble de l'Assemblée nationale, des députés de l'Assemblée nationale, puissent regarder l'intérêt de la nation. Pendant les 5 dernières années, l'ancien Premier ministre a déstructuré, je parle de M. Matata Ponyo, parce que j'ai l'habitude de citer les noms. Je cite, M. Matata Ponyo a déstructuré les comptes du Trésor public. Vous avez certaines connaissances en matière de finances publiques. Il y a l'unicité du compte du Trésor public. Est-ce que ces comptes existent? Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, vous avez suivi par un journal étranger, en l'occurrence belge, sur le scandale à la BGFI, où il était question de l'argent de l'État, prétendument destiné à la CNI, qui ont été retirés par un individu. Mais la question qu'on devrait se poser en l'occurrence, et là j'invite le procureur général de la République, au lieu de poursuivre notre collègue Kankou de manière tout à fait inopportune, devrait se saisir de cette histoire et éclairer un certain nombre de choses. On a parlé que quelqu'un, on a cité un nom, je ne me rappelle plus, c'était un agent de cette banque-là qui a fait publier à l'extérieur que l'argent du Trésor, M. Lumumba, quelqu'un de la famille Lumumba, le petit-fils semble-t-il. Quelqu'un a utilisé ces fonds-là, mais comment est-ce que ces fonds sont arrivés là-bas? Deuxièmement, comment un individu qui n'est pas natif d'un pouvoir dans la chaîne de la dépense peut retirer de l'argent de l'État? On a parlé de Panama Papers, on a cité des noms. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes dans ces pays? Est-ce que le gouvernement s'est saisi de la question? Au-delà même de l'autorité judiciaire. Nous sommes dans une sorte de complaisance au niveau national. Donc, le budget, c'est vrai, c'est la tradition, on aura un budget. Mais il faut que le budget puisse être discuté de manière correcte, pas de manière mécanique. Le budget concerne toute la nation, y compris les gens de l'opposition et les députés de la majorité, même les non-inscrits. C'est pour notre pays. Ce n'est pas normal que notre pays affiche un budget avec Maître Gims, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le Premier ministre, il paraît qu'on le surnomme Maître Gims. Donc je l'appellerai Maître Gims pour la circonstance. On a publié un budget de 7 milliards. Mais qui ne sait pas que l'exécution budgétaire dans ces pays ne dépasse jamais 44%. En réalité, on est en dessous de 3 milliards. Mais est-ce que c'est logique pour un pays comme le nôtre?
L'explication qu'on a toujours donnée, c'est les cours de matières premières, de minéraux. Mais aujourd'hui, entrer dans la bourse à New York ou à Londres, quand Matata disait qu'il y avait des taux de croissance de plus de 7%, la tonne de cuivre était à $5 200. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est à plus de $6 000. Qui va encore venir nous dire qu'il y a des problèmes de taux de matières précieuses? Chute de cours. Personne. Donc, soyons sérieux. Ces pays peuvent avoir un budget de plus de 20 milliards de dollars. Si, on arrête le vol, à tous les niveaux, j'ai dit bien à tous les niveaux, je n'exclus personne. À tous les niveaux, on vole. Si on arrête la corruption, si on arrête la gestion calamiteuse des régies financières, toutes les régies financières. Aujourd'hui, si vous avez des correspondants à Kasumbalesa, posez la question si les rythmes des camions qui transportent les minerais a baissé ou augmenté. Vous aurez la réponse. Donc j'invite mes collègues députés à plus de patriotisme, qu'on donne finalement à ces pays le budget qu'ils méritent. Ce n'est pas normal que les députés aient des retards de paiement. Je ne vais pas plaider pour ma chapelle. Les ministres en ont 2. Les députés provinciaux en ont peut-être 6 ou 7. Les fonctionnaires ont un retard. Même si on leur donne leurs 100 000 francs, là, ont un retard. Est-ce que c'est normal qu'un père de famille, enseignant, sorte avec 100 000 francs de salaire? Qu'un policier sorte avec 100 000 francs de salaire? C'est normal. Les gens qui fixent les salaires de nos compatriotes qui sont dans la fonction publique, est-ce qu'il y a un début de logique? Combien coûte le transport? Combien coûte un loyer? Les frais des minérales. Ne parlons même pas de ça. Les fondamentaux. C'est pas cohérent. On dirait que les pays marchent sur la tête. Les responsables du pays marchent sur la tête. Ce n'est pas normal. J'appelle Maître Gims à nous présenter un budget correct. On l'attendra au Parlement. Honorable Baba, là, nous l'avons déjà dit, le Parlement actuel, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat est en plein glissement, donc hors mandat. S'il faut faire globalement un bilan de votre législature, serez-vous fier de l'action que vous avez menée au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que globalement, on a l'impression que surtout l'opposition n'a pas joué bien son rôle, d'autant plus que vous venez de le dire ici, tout le monde vole à tous les niveaux, vous les confirmez, sortant des députés, il y a de quoi ajouter foi à vos déclarations. De ces faits, quel bilan tirez-vous de ces mandats que vous avez accomplis au niveau de l'Assemblée nationale? Merci. L'Assemblée nationale est représentée par un bureau. Dans l'Assemblée nationale, il y a une majorité et une opposition. Je vous rappelle que l'opposition, par définition, est minoritaire. Par définition, l'opposition a vocation à subir la loi de la majorité. Mais j'aimerais vous rappeler 2-3 victoires de l'opposition. 2015, vous avez suivi. Nous avons fait échec à la loi électorale, à la modification de la loi électorale. Nous avons fait échec malgré que nous sommes minoritaires. Nous avons fait échec à la loi qui liait les élections au recensement. Ça, ce sont des victoires. Les victoires, ce n'est pas seulement au niveau politique, au niveau aussi de la charpente législative de notre pays. Les lois ont été votées. Ça ne suffit pas que les lois puissent être votées, il faut que les lois soient appliquées. Là, ce n'est plus le problème du Parlement. C'est le problème de l'exécutif et des cours et tribunaux. Et sur le plan contrôle? Sur le plan contrôle parlementaire, j'y arrive. Nous avons assisté à un blocage de toutes les initiatives parlementaires qui gênaient la majorité. Ce n'est pas dans l'essence de la majorité de pouvoir contrôler ses propres gens. Il ne peut pas être jugé parti. C'est nous, l'opposition, qui devrions le faire. Mais vous assistez à des séances au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité des questions écrites, des interpellations, il y a une technique au niveau de l'Assemblée nationale pour que les gens passent au-delà.
Tout ce que nous demandons, nous n'aurons pas le pouvoir de pouvoir faire tomber un gouvernement, puisque nous sommes minoritaires. Tout ce que nous demandons, c'est un débat. Que l'opinion soit édifiée sur les causes et effets d'une situation particulière. Il y aura peut-être des débats, cette session, on nous l'a promis, mais vous remarquerez que les questions sensibles seront retenues par le bureau, mais ces questions viendraient des députés de la majorité. Simple. Le bureau est composé de la majorité. La majorité, normalement, protège la minorité. Son gouvernement. En principe, il doit son gouvernement. Mais nous revendiquons, nous, opposition, le droit d'expression, qu'on nous laisse nous exprimer. Et là, j'invite le président de l'Assemblée nationale à pouvoir libérer les droits de contrôle de l'opposition sur l'exécutif, y compris même sur l'Assemblée nationale. Honorable, cette session sera également animée par une question qui a fait éruption pendant que vous étiez encore en vacances parlementaire, c'est celle relative au vote électronique. Il a peur aujourd'hui que Corneille Nangaa ne va pas reculer, il y est, il y reste, il a estimé que c'est la voie obligée pour sauver les finances électorales. En dehors de ça, on aura 2 milliards à mobiliser pour les élections. Et Nangaa estime qu'on doit passer par les semi ou électroniques. L'avis de l'opposition, l'avis des petits que vous êtes, l'avis d'acteurs politiques que vous êtes, comment il est? Je dois avouer mon ignorance. J'ai suivi les communiqués. Je n'ai pas vu le matériel en question. On nous parle, comme pour les passeports, semi-électronique, électronique, vote, machine à voter. Mais qu'elle renferme comme réalité cette notion d'électronique et semi-électronique. D'abord, il y a un élément important, la loi l'interdit. Okay. Donc, il faudra d'abord évacuer cet écueil de la loi avant de pouvoir en discuter. Deuxièmement, il n'appartient pas à Corneille Nangaa de décider que, puisqu'il faut un accord de force politique. Ça, c'est la loi concernant la CENI qui le dit. Aussi bien sur le calendrier ou tout autre acte important concernant le processus électoral, il faut qu'il y ait un accord de force politique dans le cadre de rencontres que nous avons en marge de l'Assemblée nationale au niveau de la CENI. Il faut que nous ayons cette rencontre-là. Mais au-delà de cela, ça pose un problème. Je sais pas ce que ça renferme. On me dit que bon, il y aura des prédonnées à l'intérieur, déjà enregistrés. Les gens vont appuyer comme si on maniait l'appareil Android. Mais est-ce que votre grand-mère sait manier, même pas votre grand-mère, la grand-mère de Nangaa, sait manier un appareil Android? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que le pays est couvert suffisamment par les réseaux GSM? Puisqu'il faut une liaison avec Internet. Absolument, il faut une liaison. Je suppose, je ne connais pas encore, j'avoue mon ignorance. Au-delà de cela, il y a un problème de sources d'énergie. Tout le pays n'est pas couvert par l'électricité. Encore un échec du gouvernement. Dans un pays sérieux, plus ou moins sérieux, en tout cas plus évolué que nous, en matière de couverture Internet et d'électricité, les Kenyans, ils ont eu des problèmes avec ça. Les pays même qui nous vendent ces matériels, la Corée du Sud, ne pratique pas le vote électronique. Dieu seul sait s'il maîtrise la matière électronique par rapport à nous. Quatrième élément, c'est un élément logistique. Prenons un exemple. Vous êtes à Aketi. Le jour du vote, la machine à voter fait un bug. Votre téléphone fait un bug. Le bug, c'est quoi? La machine bloque. Prenons Nyoki. Machine bloque à Nyoki. Le centre se trouve, je ne sais pas, à Bandundouville. Il faut prendre un canot rapide pour y arriver. Puisque dans le plan de déploiement, depuis toujours de la CEI à la CENI, quand on commande le matériel, il y a 10% de plus. On suppose que la base logistique dont dépendrait Aketi ou Nyoki aura 10% de matériel en plus pour pouvoir remplacer. Mais la distance qu'il y a entre la base logistique de base et le lieu d'élection, ça fait combien de kilomètres généralement? Souvent des centaines de kilomètres. Alors,
Le vote chez nous se passe en une journée. De 6h peut-être à 22h dans des grandes villes. Le temps que le matériel quitte la base de Bandundu-Ville ou de Kisangani pour aller à Keti ou je ne sais pas d'où, ça fera combien de temps? Et là, c'est l'hypothèse où il y a une machine qui bloque. S'il y en a 10 qui bloquent, on fait comment? C'est vrai qu'il faut faire des économies. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore ces matériels. C'est vrai qu'il faut des garanties. Déjà, avec un corps électoral de 45 millions d'habitants, d'électeurs plutôt, que la CNI, c'est l'objectif de la CNI. Ils ont commencé les Kasaï, j'espère qu'ils vont atteindre rapidement. Mais dans le matériel fourni par Gemalto, est-ce qu'il y a un logiciel pour détecter les doublons? Vous avez eu les maths comme moi. Quand vous avez 45 millions, vous avez le nom comme le nôtre et les éléments essentiels qui doivent se retrouver sur la fiche d'un électeur. Il faut avoir des possibilités. On aura les possibilités de doublons puissance 10. 45 millions multiplié par 10, ça te fait 450 possibilités, 450 millions de possibilités de doublons. Jusque-là, ils n'ont pas les logiciels pour les doublons dans les machines. Là. Ils n'en ont pas. Vont-ils les faire à la main? Ça prendra combien de temps? Donc il y a une absence de crédibilité. M. Nanga peut dire tout ce qu'il veut. Je pense qu'il devait être beaucoup plus crédible, puisqu'il est censé être indépendant et autonome. De sa parole, de son organisation, dépendront la fiabilité, la transparence et la viabilité de notre système électoral, qui ne prennent pas les choses à la légère. Parce que l'histoire pourrait les retenir comme responsables du prochain chaos. Quelle est votre crainte particulière sur ces fameuses machines électroniques? Est-ce le coût? Est-ce la logistique difficile à déployer? Ou tout simplement la fraude au final? Non. La panoplie de ce que vous venez de dire, tout cela c'est la crainte. Mais bon, il n'y a rien d'insurmontable dans la vie de l'homme. Il faut de contre-mesures. Comment faire obstacle, pas à 100%, à 50, 70% de bugs, des problèmes logistiques, des problèmes de conversation entre un électeur illettré, parce que 90% de notre population n'a pas encore manié l'Android. Comment assurer la conversation entre la machine et l'électeur? Et quatrièmement, comment nous assurer que le parti qui a le plus intérêt à une fraude ne va pas bourrer la machine? On l'a vu au Kenya. Je vous rappelle que 2 ou 3 jours avant le vote, le gars qui avait la clé du système a été assassiné. Moi, je suggérerais, pour éviter tout cela, avant d'avoir pleine connaissance de cette machine à voter, comme on l'appelle, ou semi-électronique, ou je ne sais pas, finalement on l'appelle trop semi-semi, il risque d'y avoir confusion avec mon ancien, mais bon, ce n'est pas la question. Hein? Mais bon, avant d'avoir plus d'explications, je pense que la moindre des choses, comme au Kenya, on devrait confier le cœur de ce système à un membre de l'opposition. Si les autres n'ont rien à craindre, s'ils n'ont pas l'intention de tricher, s'ils n'ont pas la volonté de bourrer les yeux. Alors le membre de l'opposition, c'est un ange? Ce ne serait pas un ange, au moins ça fera un contrepoids. Parce que l'intérêt sera différent de la majorité. Il a été démontré aux Pays-Bas que les machines à voter, telles que vous l'appelez là, sont faciles à manipuler pour la fraude. On a fait des démonstrations. Et au-delà de toutes ces preuves-là, matériellement prouvées, Nanga dit qu'on doit passer par là pour sauver les finances. Et au niveau de l'Assemblée nationale, quelle serait la position de l'opposition aujourd'hui? S'il fallait passer par un vote ou par une appréciation, vous prenez quelle position, vos positions? Non, la position, c'est nous allons soulever toutes les questions essentielles à la fiabilité. Je vous rappelle que je ne connais pas ces machines, on ne me l'a jamais présenté. Je ne sais pas comment ça fonctionne, combien ça coûte, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le vote électronique est prêt. Nous avons des boîtiers là. Pourquoi on n'a jamais fait fonctionner cela? Au Sénat, ils ont essayé, non? Ça fonctionnait un jour. Et puis ils ont arrêté. Ils votent manuellement maintenant. Mais pourquoi, subitement, ça devient le NEC plus ultra? Ça, c'est suspect. Mais bon, on ne peut pas avoir un a priori négatif
si on n'a pas les explications nécessaires. Tout à fait. Il faut attendre qu'ils viennent nous expliquer cela. Mais au préalable, ce n'est pas une question de vote à l'Assemblée, c'est une question de concertation de forces politiques avec la CENI. De toutes les forces politiques. Au-delà de toutes ces questions, alors, parlons élection proprement dite, estimez-vous que d'ici la fin de l'année, c'est possible ou bien on va avoir au calendrier grec? Non, il ne faut pas envoyer au calendrier grec. Il y a un accord qui a été signé, l'accord de la Saint-Sylvestre. Matériellement, est-ce possible, M. Babala? Cet accord a une validité de 1 an. Cet accord dit qu'on doit pouvoir organiser toutes les élections à l'intérieur de cette année-là. Moi, je ne peux pas dire, en tant que MLC, que les élections n'auront pas lieu cette année. Il faut pousser qu'il y ait élection. Quelle est l'élection la plus facile à organiser d'ici décembre? C'est l'élection présidentielle. Si effectivement, le pouvoir a la volonté de faire vivre notre démocratie, qu'on organise l'élection présidentielle. Les autres élections demandent beaucoup plus de technicité. Notamment, il faut la loi sur la répartition des sièges, les circonscriptions, le quotient électoral. Il faut terminer les doublons. Le président de la République, pour son élection, n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin, il y a 2, 3 candidats ou 30 candidats maximum. Et la circonscription électorale, c'est le pays. On peut le faire. D'ici la fin de celui-là, l'année. on peut le faire. Et on doit le faire. Ok. Même si techniquement, les gens me répondraient autre chose, mais s'il y a une volonté politique, on y arrivera. Mais au-delà, cette question a toujours un appendice sérieux, mais c'est pas là. C'est la question du Kasaï. On n'a pas enrôlé là-bas. On l'a démarré très en retard. C'est peut-être ça, les goulots qui étranglent les processus pour qu'on n'arrive pas en décembre 2017. Le Kasaï bloque quand même. On doit les enrôler pour le mettre au même pied d'égalité que les autres électeurs de la République. Il y a une vérité incontournable, c'est qu'on ne peut pas aller aux élections sans les Kasaï. Ça, il faut poser ça comme prémisse. Deuxièmement, d'où vient cette crise du Kasaï? Pourquoi il a été impossible de pouvoir enrôler dans les Kasaï, dans les 2 Kasaï? Parce que vous savez comme moi, il y a eu le problème Kamouyansamp. Qui en est responsable? Qui a déclenché? Quel est l'élément déclencheur? J'ai suivi il y a 2-3 jours, il y avait une conférence de paix conduite par le chef de l'État À Kananga. à Kananga. Mais ça risque de ressembler à une kermesse, puisque tant qu'on n'aura pas établi les responsabilités, qui était responsable, combien de gens ont été tués, par qui et où, mais pour quelle raison, ça mènera nulle part. On a suivi un peu comme si c'était une séance d'animation politique là-bas, où les rails avaient tout le pouvoir. Mais quelle est la responsabilité du pouvoir public? Puisqu'un chef a été tué, et tué sauvagement. Pourquoi on l'a tué? Qui a donné l'ordre? Qui a exécuté? On ne sait pas. Il faut qu'il y ait un devoir de vérité à l'intérieur de notre pays. Sinon, on n'avance pas. Oui, on va revenir sur la question des Kasaï, mais je fais un pas en arrière pour parler du processus électoral. Vous venez de le dire presque des jurés, qu'il faut absolument qu'on aille aux élections avec les Kasaï, ne fût-ce que pour la présidentielle. Mais vous êtes sans ignorer que l'enrôlement dans les Kasaï va finir au mois de janvier. Donc, ça veut dire que s'il faut respecter le délai de 3 mois pour chaque circonscription électorale en matière d'enrôlement des électeurs, il faut, tel que l'a dit le président de la CENI, 3 mois d'enrôlement. Maintenant, s'il faut qu'on tombe sur janvier 2018, ça voudrait dire sans conteste que les élections ne seront possibles qu'en 2018. Là, au moins, on est fixé et clair. J'aimerais d'abord reprendre. Pourquoi est-ce que ça prendrait 3 mois ou 4 mois dans le Kasaï? Ailleurs, ça a pris 2-3 mois, moyenne. Je vous rappelle que les opérations d'enrôlement sont terminées partout ailleurs, sauf dans le Kasaï. Qu'est-ce qui empêche la CENI de mettre tous les matériels qui est ailleurs pour terminer les Kasaï dans 1 mois ou 2?
Mais le président de la CENI est catégorique. Et il peut être catégorique. Dit que le timing accordé à d'autres provinces sera le même pour raison d'équilibre et d'équité. On peut résoudre, puisque ce problème est un problème extraordinaire. Si il est catégorique en toutes choses, il aurait dû être catégorique aussi d'aller envoyer les gens dans les Kasaï pendant qu'il faisait avec les autres. Là, j'ai dit qu'il manque de crédibilité, c'est M. Nangala. Partout ailleurs, puisque c'est une question mathématique, quand vous avez une machine qui enrôle 10 personnes, qui prend un jour pour le faire, si vous mettez 10 machines pour enrôler les mêmes 10 personnes, vous le faites en 1 heure. C'est une question de choix politique. Est-ce qu'on veut l'allongement du délai, tout simplement pour question de principe, pour être catégorique, bêtement catégorique, ou on veut atteindre un objectif politique, c'est-à-dire enrôler les gens en vue d'une élection? C'est un choix qu'il faut faire. On ne peut pas être catégorique pour les besoins des lettres. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent du peuple. Il est là avec un mandat du peuple. Mais il a des prérogatives aussi à faire valoir. Il n'est pas un Deus ex machina qui décide de créer ou de ne pas créer. Il doit suivre la volonté politique. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas toutes les machines dans les 2 Kasaï? Pourquoi? Puisque à l'époque, on en a envoyé au Togo. On en a envoyé ailleurs. Pourquoi chez nous, nos machines à nous, on n'enverrait pas ça dans les Kasaï pour réduire les délais? Pourquoi on le ferait pas? Dans ce cas, il faut exiger une séance spéciale dans cette fameuse cadre de concertation qui n'existait plus. Le fameux cadre de concertation. Même on a d'autres possibilités. On l'attend au Parlement. Il viendra. Il est obligé de venir pour faire un rapport. Toutes les questions seront posées là-bas. Et je vous assure que ce sera chaud. Je vous assure que ce sera chaud. Bon, je rebondis maintenant sur la question du Kasaï. Vous n'avez pas daigné prendre part à cette conférence, vous l'opposition. On a vu pratiquement le membre du gouvernement ainsi que la société civile aussi proche de la majorité. Est-ce que vous pensez qu'un tel forum ne représente absolument rien pour vous, l'opposition, pendant qu'il s'agit tout de même d'une question capitale, celle liée à des assassinats, à des meurtres qui ont été commis, et que même si l'initiative venait de la majorité, l'objectif c'est la paix dans cette région-là. La paix au Kasaï ne vous intéresse pas? C'est comme ça que vous avez boycotté ce forum? Monsieur, toute personne, je ne dis même pas tout acteur politique, toute personne responsable a une certaine prévisibilité. Vous pouvez pas nous prendre au pied levé comme ça, venez au Kasaï pour aller faire quoi? Dites-nous d'abord qu'est-ce que nous allons y faire. On a été à l'époque du M23, le programme Amani, je ne sais pas comment on a appelé ça, pour aller en fait encenser le pouvoir. Puisque le pays était menacé, Goma a été pris. Nous sommes allés. Les résultats, c'est quoi? Les assassins étaient au gouvernement. Les gens du M23 étaient au gouvernement. Et aujourd'hui, on nous a dit qu'ils étaient cantonnés, ils sont en Ouganda. Pourquoi devons-nous chaque fois accompagner les pouvoirs, sachant que le pouvoir est incompétent? Sur un certain nombre de manières, je venais de vous dire qu'on établit ses responsabilités. On va aller faire la réconciliation entre qui et qui dans les Kasaï. On fait ça entre qui? Qui sont les protagonistes? L'État et la chefferie de Kamounia Sampou. Comment ça se présente? Est-ce que quelqu'un, vous avez vu Maître Gims aller avant que le président y aille? Sami Badé Bangaï est allé? Il y a une sorte de léthargie. Et à un moment donné, vous allez tous à une kermesse. Attendons voir les résultats. Tant que les responsabilités des acteurs importants, puisqu'on sait qu'il s'agit des acteurs d'État qui sont à la base de cette crise, n'auront pas été sanctionnés, d'abord identifiés et sanctionnés, on sera au point mort. Mais quelle est l'alternative que vous leur avez opposée? On en a parlé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée. Je me rappelle, c'était au niveau d'une conférence de présidents à laquelle j'avais assisté. Le problème de Kamounia Sampou et le problème de tous les désordres, puisque ce n'est pas seulement Kamounia Sampou, ça, et c'est met un peu à côté. Mais
On a attendu 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Quel est le rôle du pouvoir si ce n'est d'assurer la sécurité? Je ne ferai pas le lapsus lungue de Maître Gims à TV5 pour dire que sa mission c'est l'insécurité. Hein? Non, pour sécuriser. J'en parle parce que ce monsieur-là, quand j'étais intervenu sur la question de Genval, il m'avait traité que je roulais pour le pouvoir. Le premier ministre Tchibala. Aujourd'hui, qui roule pour le pouvoir? On a beau crier qu'on est opposant, on est opposant, qui m'explique comment un opposant peut être dans le pouvoir. On va revenir quand on va parler du bilan de Bruno Tchibala. Maintenant, on prend une autre question qui dit... Mais le bilan de Bruno Tchibala, on peut en une seconde. Hein. C'est quoi le bilan? On va y revenir, mais honorable Babala. On prend d'abord la question relative au passeport. Tout le monde crie, l'opinion est exacerbée, on ne comprend plus rien. Il y a même des sit-ins, il y a des mouvements citoyens par-ci par-là qui estiment que ce qu'a fait le ministre des Affaires étrangères était un non-sens. Le passeport, on ne peut pas le changer maintenant parce que la validité est encore légale. Estimez-vous que le passeport, pour les raisons de sécurité, on ne peut pas le changer? Non, d'abord, ce débat est trop émotif. Quel est le pourcentage de Congolais qui ont un passeport? On nous a dit 33, 34 par là. C'est faux. Sur les 78 millions de Congolais, combien de Congolais ont un passeport? Est-ce que c'est un débat plus important que les salaires les social? Au-delà de cette question-là, hein, ça a trop monté, ça c'est le propre de la communication des réseaux sociaux. C'est normal. Hein, c'est une façon pour le peuple de pouvoir extérioriser son mécontentement. C'est vrai. Mais en l'occurrence, quand on regarde, il faut toujours poser la question par rapport aux règles de l'OACI. Est-ce que notre passeport est biométrique ou semi-biométrique? C'est quoi cette histoire? Quand le ministre Tchibanda, Raymond Tchibanda, oui. Raymond Tchibanda a présenté ses passeports, on a parlé de biométrique. Biométrique. Par quelle magie s'est passé il y a 2 ans, 3 ans de biométrique à semi-biométrique? Quelle est la caractéristique d'un passeport biométrique? Regardez dans la réglementation de l'OACI, il n'est nulle part question de rejet de passeport en cours. Bien plus, la maison Schengen vient de publier un communiqué pour dire que ce passeport est valable. Mais est-ce que notre État est-il un État commerçant ou un État, parce que le passeport c'est un service public? Pour vendre le passeport à 265 $, alors que la moyenne dans tous les pays, c'est entre 35 $ et 70 $. Nous savons qu'il y a des opérations retour, il y a eu même beaucoup de publications là-dessus. Mais avant de nous proposer cela, est-ce que nous a fait le point de passeports biométriques en cours? Combien il y en a eu? Ça a généré combien pour le trésor public? Je sais qu'on en a volé, puisque nous sommes tous au courant que quelqu'un a sorti de l'argent à la banque BIC sous le mandat du ministre Tchibanda. Est-ce qu'il y a eu un contrôle dessus? Est-ce que quelqu'un nous a rendu compte sur le sujet? J'ai suivi qu'il y a un collègue qui a posé une question orale. J'espère que le ministre des Affaires étrangères viendra pour nous expliquer. Pour arriver finalement à faire prendre une décision. Ce n'est pas la première du genre. Vous vous rappelez au début, il était question, je crois que c'était sur le mandat de mon ami Bochab, où il était question de changer de plaque d'immatriculation. Une plaque d'immatriculation est liée à un véhicule. Si ce véhicule est déclassé, on est obligé de renvoyer à la Direction générale des impôts qui émet les plaques. Mais à l'époque, on avait réussi à faire admettre au gouvernement de l'époque qu'il n'était pas question de changer de plaques, mais pour les nouvelles voitures, il faudra de nouvelles plaques. On pourrait agir de la même façon pour les passeports. Les gens qui auront besoin d'un nouveau passeport auront ce qu'ils appellent semi-biométrique ou biométrique, mais les autres sont valides. Quand un État livre un document, ce n'est pas à lui de dire que la validité inscrite sur le document, ce n'est plus ça, on coupe. On réduit. Mais c'est quoi? Quelle sera finalement la crédibilité? Je parle de crédibilité parce que c'est le problème fondamental de notre système de gouvernance. On parlait des Nanga tout à l'heure, on parle du gouvernement maintenant.
Est-ce que c'est un moyen de chercher de l'argent? Un passeport coûte 265 $. Vous m'avez parlé de 30%. Un enseignant pourrait acheter un passeport comment? Non, mais le prix officiel, c'est 195 €. Même c'est exagéré. Exagéré. Les prix de production ne peuvent pas dépasser 35 $. Ne dépasse pas 35 $. Mais on a beau être des pigeons, mais il faut, à un moment donné, il faut garder quelques plumes. Maître Gims, s'il vous plaît, ne laissez pas vos compatriotes se faire déplumer. Puis si vous dites que vous êtes un opposant de longue date, ben même si je m'interroge, comment est-ce qu'on peut être opposant en étant au pouvoir? Allons-y. Honorable, il y a l'avant-dernière question, c'est ce qui concerne les grèves à répétition à travers les corporations. Les magistrats ont eu leur grève, les médecins en ont eu la leur, les enseignants avant la rentrée scolaire. Et même cette année scolaire-là, elle est encore volatile parce que les questions de paiement se posent jusqu'aujourd'hui. Et dans ce tableau-là, un peu plus sombre, le MLC recommande quoi aux uns ou aux autres? De continuer à maintenir la pression ou bien de passer par les consensus? Vous savez, les grèves sont l'expression d'un ras-le-bol général. C'est l'expression aussi de la déliquescence de l'État. C'est pas instrumentalisé par le politique. Si on vous paye 100 000 francs et qu'on vous paye avec retard, vous avez le droit de vous exprimer. La Constitution vous reconnaît le droit de réclamer. Rien ne s'obtient plutôt en restant cloîtré chez soi. Il faut revendiquer. Moi, j'invite les gens qui ont des problèmes à pouvoir exprimer leur point de vue conformément à la Constitution. Les grèves sont constitutionnelles. Si c'est avec raison, il faut les appuyer. De cette façon, le pouvoir devrait se saisir de cette question pour apporter une réponse. Les grèves servent à ça. Mais bon, quand on voit la simultanéité des grèves, ça pose un problème de la fiabilité de l'État. Notre État est totalement en déliquescence. Quand un ministre n'est pas payé, il ne faut pas s'étonner que les fonctionnaires ne soient pas payés. La fonction ministérielle est dévoyée. Comment vous pouvez imaginer qu'un ministre qui est censé réfléchir pour la République a des problèmes de salaire? Comment peut-il réfléchir? Et ça l'incite, ça l'incline comme parent à pouvoir penser à lui et moins à l'État. Mais est-ce que c'est le message que le pouvoir veut nous donner? Est-ce que le message que le chef de l'État veut nous donner? En même temps qu'ils sont en train d'organiser le glissement, qui servirait à quoi si sa population est dans une misère telle que nous connaissons aujourd'hui? Ça sert à quoi, monsieur le président de la République, de demander une prolongation? Justement, les gens comme les médecins, les enseignants, les fonctionnaires n'ont pas d'armes. La seule manière de s'exprimer, c'est leur parole, leur marche et tout et tout. N'est-ce pas que finalement, contrairement à ce que vous avez pensé au début de cette émission, vous n'êtes pas partisan de l'insurrection et tout, finalement c'est la voie royale pour que ces gens-là se fassent entendre? Ça devrait être la voie royale. Mais quand vous regardez toutes les manifestations, nous avons échoué, nous. Quand nous avons réussi à faire blocage au niveau de l'Assemblée, en 2015, c'était une minorité. Et nous avons fait des manifestations. Est-ce que dans une ville comme Kinshasa, où il y a 7 à 10 millions d'habitants, on n'arrive pas à trouver 10 000 personnes pour manifester? Vous ne trouvez pas suspect? C'est comme si le peuple en question que vous pensez qu'il devrait se soulever, c'est mon avis aussi, puisque personne n'a été créé pour vivre dans une misère comme la nôtre. Mais est-ce que le soulèvement, c'est la solution? Peut-être c'est la solution finale. Mais la réalité est que nous avons des difficultés pour y arriver. Quelle que soit la force politique, y compris la nôtre, pour mobiliser 100 000 personnes pour une cause, je n'ai pas encore vu ça. Il faudra y arriver. C'est pour cela que je partage le point de vue des uns et des autres qui disent qu'il faut une union de l'opposition pour faire prendre conscience encore plus à notre peuple que nous avons un problème dans le pays et pour lequel nous devons nous unir pour arriver à une alternative. Il faut une solution concrète. Laissez-moi terminer. Un gouvernement
policier, un État policier, un peuple affamé, un gouvernement très malin qui fait des promesses qui ne tient pas, qui promet l'organisation des élections qui n'arrive pas, qui organise l'aglissement tranquillement, et un peuple affaibli, affamé, malade. Il faut attendre un troisième larron, comme ce fut le cas avec l'AFDEL. Bof, je ne sais pas si cette expérience pourra être répétée. L'AFDEL de triste mémoire. Je ne pense pas. Les conditions ne sont pas les mêmes. Hein, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais je termine pour mon idée de dire qu'il faut une union de toutes les forces qui sont... Union, ça ne veut pas dire unité. Hein. En termes structurels, non. En termes d'action. Hein, que nous puissions nous mettre d'accord pour des actions à mener pour obtenir finalement les élections. Notre point de vue, c'est de pouvoir obtenir l'alternance politique par les élections. Donc il faut mettre la pression sur le pouvoir pour organiser des élections. Malgré toutes les difficultés. Ils sont malins, mais il y a plus malin que eux. Donc le plus malin, c'est le peuple. Mais le peuple ne doit pas être apathique. Il a faim, d'accord. Mais la faim ne fait pas obstacle au cerveau. Si vous avez faim aujourd'hui... Votre famille n'a point d'oreille. Je ne parle pas d'oreille, je parle de cerveau. Mais si vous avez faim aujourd'hui... Les oreilles sont connectées au cerveau. Si vous avez faim aujourd'hui, vous ne bougez pas, vous aurez faim demain. Ok. Et les lendemains, vous aurez faim. Bougez-vous si vous voulez obtenir quelque chose. Et toutes les personnes qui appellent à la marche, mettons-nous tous, nous qui sommes des acteurs politiques, il y a des gens qui se considèrent comme des leaders, allez devant. La marche, là, ça peut réussir. Y compris les prêtres qui nous appellent à la responsabilité des bouts congolais. Mettons-nous prêtres ou pas prêtres, mettons-nous pour réclamer pour notre pays. C'est la seule façon de faire bouger les choses. Tant que ce sera bon, allez-y, prenez-vous en charge. Mais vous-même, soyez dedans. Mais on est à 4-5 minutes de la fin de l'émission. On ne peut pas la clore sans pourtant parler des dossiers qui concernent votre parti et des dossiers relatifs au président de votre parti, Jean-Pierre Bemba, à la CPI. Il y a une sorte d'enlisement ou bien une sorte d'enchevêtrement de cette question-là. On n'en parle presque pas à la CPI. L'appel qu'on a introduit, on a interjeté, qu'est-ce qu'il a produit? Bien, merci pour cette question. Je ne vais pas m'étendre outre mesure là-dessus. Tout simplement pour dire aux uns et aux autres que nous sommes dans l'attente de la fixation d'une date d'audience. Okay. Mais pour votre gouverne, cet appel a été introduit il y a plus d'un an. Il est totalement anormal qu'un an après, qu'on ne connaisse pas encore quand est-ce que l'appel, les partis vont plaider l'appel. Je fais un parallélisme simple. Vous connaissez le dossier d'un certain Pascal Sibikangwa, un présumé génocidaire rwandais qu'on a arrêté en France. Entre son arrestation et le jugement, il s'est passé 6 mois. Monsieur a fait appel, on est dans le processus d'appel. Mais pour le dossier de notre président, le premier sujet... Le dossier au niveau du premier degré, ça a fait 8 ans. 8 ans. Pour un système issu des Nations Unies qui défend le droit de l'homme, est-ce que c'est défendre le droit de l'homme de faire une instruction pendant 8 ans? Moi-même, j'ai été arrêté. Je suis resté 11 mois pour un délit présumé. Est-ce que c'est logique d'avoir 11 mois d'instruction et 3 ans de procès? C'est logique? Je pense que ce n'est pas logique. C'est pour cela que nous disons que cette histoire est politique. Même si les gens sont en train de prendre le temps qu'il faut pour terminer cette histoire, pour les dossiers, le fond du dossier, il y a une vacuité incroyable dans les dossiers. Parmi les juges du premier degré, il y en avait, c'est une matière militaire, il n'y en avait aucune qui avait une connaissance militaire. Aucun expert militaire de l'accusation, ni du tribunal. Le seul expert militaire, c'était l'expert militaire de la défense. Avait-il les compétences de pouvoir juger?
des actes militaires, j'ai quelques doutes. D'autant plus qu'il est reconnu sur le plan de la théorie militaire de commandement. On ne peut pas commander un État en plus de 600 km de lieu, du théâtre des opérations. Bon, là, c'est un débat. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on fixe finalement la date d'appel pour que l'audience se tienne et que finalement, on juge du mérite de deux dossiers, de l'appel de la défense, donc du président Jean-Pierre Bemba, et de l'accusation. Finalement, une situation qui ne peut qu'améliorer le premier jugement. Merci. On va clore l'émission en 30 secondes. Quel est votre souhait pour le Congo dans 2 ans? Dans 2 ans, c'est qu'il y ait alternance politique au plus haut niveau. C'est-à-dire le chef de l'État qui a fait ses 2 mandats devrait céder la place à un autre Congolais que je souhaite être Jean-Pierre Bemba. Nous vous remercions. Je vous remercie. Merci également à vous pour cette émission Face à Face, au cours de laquelle on a reçu M. Baba Lawandou, député national, président fédéral de MSC Tchangou, secrétaire général adjoint du MLC, qui a répondu à nos questions. Je crois que vous avez été édifiés. On attend vos réactions et vos propositions pour le prochain numéro. D'ici là, fidèle à notre programme, bye bye chez vous et à la prochaine. Merci.